nos problèmes africains doivent avoir des réponses africaines. Et je crois que les mentalités, l'environnement socioculturel n'est pas toujours le même et les approches sont évidemment quelquefois différentes. Alors, je ne voudrais pas trop insister et répéter plusieurs choses parce que la répétition, effectivement, est pédagogique, mais je crois que tout ce qui a été dit ici a été bien dit. Ce que je vais faire très rapidement, je crois parce que je n'ai que 5 minutes, c'est simplement donner un point de vue sur la convention que nous avons eu à faire. Je pense que la convention est une excellente chose. Le travail a été bien amené et il faut dire que le temps qui est donné est quand même court. Je ne parlerai pas de l'amont, à savoir tout le travail extraordinaire qui a été fait. Il faut dire que depuis le mois de mai, nous commençons ce travail-là et je crois qu'il y a déjà, il faut le dire, 6 mois qui se sont écoulés. Il reste maintenant, lorsque nous voulons arriver à l'échéance, c'est-à-dire au mois de février, il nous reste 4 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette convention qui vraiment est en train d'avancer, elle doit quand même aller plus vite et on doit, très sincèrement, peut-être revoir un peu comment faire, d'abord pour la raccourcir, parce que ce qui est important, il faut que nous ayons un document qui soit, disons, pas trop long, lisible et clair et précis. Et je pense que nous pouvons effectivement le faire. Je viendrai sur certains points seulement sur lesquels je voudrais intervenir, féliciter le travail qui a été fait jusqu'ici, parce que sur un document qui au départ était d'environ 100 et quelques pages, en ne parlant pas de la, disons, traduction française, on est arrivé à un document de 58 pages que nous pouvons quand même, encore aujourd'hui, essayer de raccourcir, parce que ce qui est important, bien sûr, c'est pas tant la quantité que la qualité. Je crois que c'est vraiment important. Alors, il faudrait jouer, je pense d'abord, sur certaines choses. On peut raccourcir encore l'élément par les définitions. Je crois qu'il est très important de revoir les définitions, de revoir quelles sont les définitions que nous devons retenir. Parce que ce qu'il y a, c'est que les autres, disons, instruments qui soient régionaux, nationaux, il y a déjà des définitions qui sont déjà là. Des définitions qui sont déjà là, des définitions qui sont acceptées, et je pense que l'importance et, disons, l'utilité de cette convention, c'est d'apporter ce qu'il n'y a pas déjà comme définition. Et je crois que nous sommes en train de travailler sur ça. Le deuxième point, et puis en plus, s'agissant des définitions, il faut qu'on nous fassions très attention, parce qu'il faut que des décisions soient très précises et ne soient pas en contradiction un peu avec ce qui a été dit. Par exemple, je prends 2 exemples, j'ai donné des exemples dans le document, à savoir concernant les survivants et aussi les femmes. Parce que quand on voit le survivant, la définition qui a été donnée dans le document nous parle de femmes qui en quelque sorte sont des victimes. Mais je pense que le survivant, la survivante a un plus de cela. Et ce qui est aussi, il faut faire attention, c'est que dans le document, il y a, j'ai donné des exemples, des, disons, parties où on parle de survivants ou victimes et survivants. Ça veut dire que même ce qui existe dans le sens étant, disons, une opposition un peu avec ce qui a été donné dans la définition générale. Alors je pense que là aussi il faut qu'on fasse attention, mais nous y travaillons tous dessus. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est aussi par rapport aux différents chapitres, en regardant rapidement, c'est qu'il faudrait qu'au début, pour que nous puissions beaucoup mieux structurer peut-être notre document, c'est qu'on puisse avoir une sorte d'introduction qui dise voilà exactement dans ce chapitre 1 ce dont nous devons parler. Et ce contenu-là nous permet de dérouler un peu le contenu qu'il doit y avoir dans ce chapitre-là. Je crois que là, c'est un problème. Alors, en parlant de ce document-là, nous sommes en train d'y travailler. Je crois que nous sommes en train de voir comment on peut faire pour l'alléger. Mais mon problème qui me préoccupe, j'ai combien de minutes? Parce que je voudrais pas... Pardon? Alors, donc, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on change la méthodologie de travail.
parce que je pense qu'on avait mis en place il y avait 3 groupes. Les groupes ont commencé à travailler, ont fait, je pense, un travail fantastique, mais on n'avait pas le temps. Et je crois que ce qu'il est important de faire, alors c'est une suggestion que je donne, c'est qu'il faudrait laisser, pendant un temps raisonnable, les groupes à terminer le travail qu'on leur avait donné. Parce qu'on avait scindé le document. Il y avait 3 groupes et chaque groupe a fait un travail remarquable. Donc si on laissait terminer ces 3 groupes-là, chaque groupe, le travail qu'ils ont fait en le mettant au propre, même entre guillemets, s'agissant des différents chapitres, des différents, articles. Ensuite, laver un peu ce qui doit partir, y rester, ne pas y rester. On aurait donc une partie qui est presque terminée. Ce sera à refaire quand même, c'est vrai, à revoir. Mais une fois que les 3 groupes auraient travaillé et auraient fait ce travail, on pourrait tout envoyer pour faire une synthèse de tout cela et puis le soumettre pour discuter. Je pense qu'on irait beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'on pourrait rendre beaucoup plus efficace le travail que nous allons faire. Parce que si nous continuons à travailler comme ça, à savoir que chaque fois on amène des interventions qui sont dispersées, on arrivera à un problème. Ça, vraiment, personnellement, je suis désolée, mais à mon humble avis, on pourrait gagner énormément de temps si, effectivement, en 4 mois, moi j'y crois, parce que je pense que toutes les personnes qui sont engagées dans cette rédaction de cette convention, qui est notre fierté, franchement, je crois qu'il faut que, de façon, que nous soyons pragmatiques, que nous soyons réalistes, et que par rapport à ce que nous avons, nous puissions prendre le temps raisonnable, parce que nous avons des échéances, pour pouvoir rédiger ce document-là. Moi, vraiment, c'est ce que je voudrais dire. Je pourrais revenir sur d'autres questions. Je pense que mon temps est terminé, mais je pourrais répondre à des questions dans ce niveau-là. Alors, je rappelle peut-être à l'attention de ceux ou celles qui ne le savent pas que George Sofal a été directement impliqué dans le comité de rédaction pour la préparation de cette convention. Après les remerciements d'usage, donc George Sofal a commencé et fini d'ailleurs son intervention en marquant la fierté que nous avons toutes, et elle en particulier, pour cette convention qui arrive vraiment à point nommé. Les problèmes des Africains, des Africaines, se régler par les Africaines et les Africains. Ensuite, elle a donné son point de vue sur la Convention, puisqu'elle y a participé directement. Excellent travail a été fait en aval, le second. Elle a rappelé que c'était un travail de plus de 6 mois avant et qui va probablement continuer après. Alors, elle a fait quelques suggestions en disant qu'elle pensait opportun de raccourcir un peu la Convention, qui est quand même passée, même si au départ la Convention était encore plus longue, puisque c'était un document de 100 pages qui a été réduit à 58, mais effectivement ceux qui l'ont lu, y compris moi-même, on se rend compte que la lecture n'est pas aisée. Ensuite, revoir dans les suggestions qu'elle a faites, elle a demandé de revoir les définitions. Il y a il y a des définitions déjà multitude de conventions d'instruments internationaux qu'on connaît plus ou moins tous, et de surtout préciser les définitions qui seront mentionnées dans ce document, de revoir certains chapitres, notamment de restructurer le texte, de l'organiser et, terme de chaque chapitre, d'annoncer un tout petit peu le contenu, de façon à rendre la lecture plus aisée. Et enfin, elle a terminé en demandant de changer un peu, elle a suggéré en tout cas, de revoir la méthodologie de travail et d'optimiser en tout cas au maximum le travail des groupes qui ont travaillé en amont et de leur permettre d'achever honorablement ce draft de convention qui est un travail colossal. Je vous remercie. Alors, nous allons à présent passer la parole à notre deuxième intervenante, excusez-moi, Madame Huguette Jessica Akplogan Dossa, présidente de Aoulin Bénin.
Madame Huguette, vous avez la parole. Merci, je salue cette auguste assemblée et à sa tête, Madame Bineta Diop, co-conveneur, qui a bien voulu associer les chapitres nationaux à ce processus qui a démarré. Je salue également l'intervention de ma sœur qui vient de me précéder, qui a beaucoup plus réagi sur, vu qu'elle était au début du processus, et qu'elle y ait encore réagi sur la forme, la méthodologie. Mais moi, j'irai tout droit sur le terrain et dire concrètement ce que nous qui sommes sur le terrain voudrions avoir dans ce document pour aider après à son implémentation sur le terrain. Je voudrais dire qu'en suivant toutes les interventions de ce matin, il est ressorti deux choses fondamentalement. Qu'on puisse adresser un message très fort à chacune des cibles, et ces cibles ont été bien notées depuis les foyers, les hommes, les jeunes, les enfants à l'école, les hommes politiques, mais également il faut trouver le mécanisme pour amener à travailler sur le mental pour que la masculinité positive soit une réalité. Et nous voudrions voir de quelle façon tout le travail qui se fait à la base, c'est vrai, Madame Bineta Diop et toute l'équipe de Aoulin, que ce soit à Addis Abeba ou à New York, a lancé ce mouvement depuis 2021 et les chapitres nationaux ont pris également le pli. Certains chapitres travaillent sur la question et il est revenu que au plan national, pour réussir à amener les hommes à pouvoir rentrer dans cette peau désormais de la masculinité positive, il faut pouvoir associer un certain nombre de cibles, notamment les hommes et femmes des médias, pour que la sensibilisation puisse se faire. Également, les religieux, les autorités au niveau des religions endogènes, également, qui doivent porter le mouvement. Ensuite, les femmes elles-mêmes, par rapport à comment nous nous comportons, soit au niveau des foyers, dans nos entreprises, dans les milieux où nous allons aux tables de négociation en ce qui concerne la politique et autres, qu'on puisse voir de quelle façon nous intervenons et que ces stratégies-là puissent figurer dans le document, parce que pour implémenter après, il faut que nous ayons du concret. Deuxième chose, c'est de voir quels sont les exemples actuellement dans certains pays qui peuvent être implémentés ou utilisés. Et c'est là où je voudrais partager ce qui se passe en réalité au niveau de mon cher pays, le Bénin. Je voudrais dire que le président de la République a mis en place l'Institut national de la femme. Et au niveau de cet institut aujourd'hui, il y a déjà la loi. Il y a 3 lois qui ont été votées qui permettent aujourd'hui d'incarcérer les hommes qui violentent les femmes. Donc, pour ces violences basées sur le genre, si nous devons adopter une convention au niveau de l'Union africaine, qu'on puisse voir de quelle façon on prend déjà ce qui marche au niveau de certains pays, qu'on puisse les utiliser en voyant, par exemple, ces hommes qui subissent aujourd'hui parce qu'ils ont posé des actes et la loi les oblige à pouvoir rendre compte ou aller en prison. Il y en a aujourd'hui qui sont en prison. Et ça, c'est au niveau de l'Institut et ça a été matérialisé, formalisé par rapport à la loi. Voilà la deuxième chose que je voudrais dire. L'autre chose, c'est que nous, au niveau des chapitres nationaux, nous puissions voir quelle partition nous jouons à partir de maintenant, parce que l'échéancier a été donné tout à l'heure. Après cet atelier, il y a des étapes et si nous devons apporter notre contribution, c'est le moment à partir d'ici. Et c'est là où nous remercions vraiment la vision claire de Madame Diop et toute son équipe qui a bien voulu nous associer. Quand on prend le document lui-même, comme l'a dit notre prédécesseur, c'est vrai, un document qui était à 100 pages, qui vient à 50, elle souhaite qu'on le réduise encore pour que ça soit malléable, utilisable, parce que beaucoup ne lisent pas. Nous sommes en Afrique. Nous voudrions bien voir un certain nombre d'éléments dedans.
Donc moi, mon plaidoyer, c'est qu'en réduisant, qu'on ne le dilue pas totalement et qu'on ne le densifie pas totalement non plus pour que ça soit vraiment utilisable par tous les acteurs. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager. Le document, nous l'avons reçu il y a quelques jours. Donc on va continuer les réflexions ensemble et on va voir un peu du point de vue de l'approche des chapitres nationaux ce que nous pouvons apporter. Merci beaucoup. Merci bien. Oui. Alors nous allons légèrement changer de méthode, étant donné que nous avons du retard sur nos horaires, le programme. On va laisser donc toutes les interventions se faire et après nous ferons un résumé rapide. Hein. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Merci, donc, Patricia. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes nos sœurs leaders, nos frères qui sont venus et particulièrement un grand merci à l'envoyée spéciale, Madame Binta Diop, qui est vraiment derrière tout cet engagement-là. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Oui, ça marche. Voilà, donc je remercie vraiment nos sœurs, frères et particulièrement Madame Binta Diop qui nous a vraiment, avec son engagement, qui a permis d'avoir tout ce mouvement-là, d'avoir lieu. Et aujourd'hui, ce que nous saluons, c'est cette initiative. Quelqu'un me disait ce matin qu'en fait, c'est une première en Afrique. Bon, on n'était pas conscient de ça, mais ce qui veut dire que c'est une convention qu'il faudra vraiment soutenir et être derrière et s'engager dans tout le processus. Bon, moi, en regardant brièvement, j'ai vu qu'il y avait d'abord cette intersectionnalité des violences qui est présente. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Ah, je suis désolée, hein? Vous m'entendez? Voilà. Donc, je disais que c'est une convention qui vient à son heure parce qu'il paraît que c'est la première en Afrique. Je ne sais pas si dans le monde, mais au moins en Afrique. Ça veut dire que nous, femmes leaders, nous devons porter cette cause et aller jusqu'au bout. Et je suis d'accord avec notre sœur Dior qui disait qu'il fallait rendre cette convention beaucoup plus compacte, peut-être en la synthétisant. Mais déjà, ce qui est important, c'est de garder aussi l'esprit de cette convention. Moi, j'ai vu déjà 3 principes directeurs. Il s'agit du droit humain des femmes, qui est vraiment partout dans cette convention. Il y a l'égalité de genre, qui aujourd'hui est un peu le moteur de tous nos combats. Nous avons aussi une approche participative qui permet de travailler avec toutes les parties prenantes et les communautés, bien sûr, pour pouvoir porter cette convention. Là, le rôle des femmes leaders est très important parce qu'il y a 4 mesures essentielles qu'il faudra que nous portons, nous, en tant que femmes leaders au niveau africain. Nous avons tout ce qui est renforcement des lois. Nous sommes d'accord qu'il existe ces lois ici et ailleurs, mais souvent c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et donc là, c'est nous, femmes africaines, femmes leaders et hommes bien sûr, les I4CHI, qui vont soutenir cette convention et travailler pour le renforcement des lois existantes sur le viol et d'autres formes de violence. Nous avons aussi tout ce qui est accès à la justice. Nous avons la chance d'avoir 2 membres
de l'AGS, Association des juristes, qui ont beaucoup travaillé dans ce cadre, mais ce serait bien peut-être, comme disait ma sœur Huguette, de travailler sur un guide des best practices. Parce qu'il y a des expériences que nous avons ici et ailleurs, mais qui malheureusement ne sont pas connues au niveau africain et ne sont pas en fait dupliquées dans d'autres pays. Tout le monde sait que le problème de l'accès à la justice ou du renforcement des lois doivent être portés par les politiques. Et nous, en tant que femmes leaders, nous avons notre rôle à jouer. Aussi, il y a ce problème aussi de mécanisme de suivi. Et ça, c'est un grand problème. Partout, hein, une minute, d'accord. Donc, les mécanismes de suivi que nous devons porter aussi. Bon, ce que je veux dire en fait, c'est que cette loi-là, c'est un projet, on est d'accord. Elle n'est pas encore, cette convention n'est pas complète, mais notre rôle, c'est de pouvoir amener nos inputs et suivre le processus pour y apporter notre pierre et peaufiner cette loi, cette convention, la partager, c'est l'approprier d'abord pour pouvoir avoir notre convention au niveau africain. En tout cas, je pense que l'engagement y est, ça se voit depuis ce matin et même avant, avec nos pionnières qui ont porté cette cause depuis très longtemps. Donc voilà, je pense que le train est en marche et nous serons là pour accompagner ce mouvement. Je suis désolée. Merci infiniment, chère Azna. Et enfin, notre dernière intervenante, ça va être Simone Baudouf, responsable du pilier jeunesse de l'ambassade de Awilin, ambassadrice de la jeunesse africaine de l'Union africaine. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour la parole. Je tiens à saluer toutes les femmes leaders qui sont là, particulièrement la co-conveneur, Madame Binta Diop, envoyée spéciale de la Commission. Je tiens aussi à souligner la présence de jeunes femmes leaders. Elles sont là derrière, les jeunes femmes de Ouakam, qui ont bien compris que cette convention est leur avenir. Donc je tiens à saluer leur présence. Alors moi j'ai trois petits commentaires concernant ce projet de convention. Le premier concerne la coordination de cette convention avec les autres cadres juridiques, notamment le protocole de Maputo et pour ce qui me concerne en tant que jeune ambassadrice de l'Union africaine, le cadre continental jeunesse, paix et sécurité. En 2015, lorsque la résolution 2250 a été promulguée, on s'est senti, en tant que jeune femme, on s'est senti vraiment délaissée parce qu'on a vu que cette résolution était une résolution vraiment centrée sur les jeunes hommes. Le cadre continental a essayé de changer un peu les choses en incluant une disposition sur les jeunes femmes. Mais elle pèse que cette convention qui va venir prenne en compte le rôle et les besoins sexo-spécifiques des jeunes femmes en période de crise et de conflit. Donc vraiment, si on pouvait travailler sur la coordination de cette convention avec le cadre continental jeunesse, paix et sécurité, ça nous permettrait vraiment de nous sentir concernés. Le deuxième point concerne le suivi et l'évaluation, et ça je rejoins Tata Asna. Alors, Madame Binta Diop, elle est là, elle est responsable aussi du cadre continental de résultats. Là, je parle en tant que experte travaillant sur les questions femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité. Donc, ma question est la suivante. Comment permettre à cette convention aussi un instrument pour vraiment accélérer la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité, notamment des plans d'action nationaux? Et là, je fais référence, par exemple, à la recommandation 30 de la CEDEF qui permet de faire le reporting. Donc, comment aussi cette convention de l'Union africaine va permettre à nos États de faire le reporting sur les plans d'action nationaux femmes, paix et sécurité? Et aussi sur le reporting sur les plans d'action nationaux jeunesse, paix et sécurité qui commence à estimer un peu partout.
Donc ça aussi, c'est une question que je pose. Donc, troisièmement, je rejoins aussi Maman Asna qui parlait du suivi. Donc, quelle place la société civile aura pour le suivi et l'évaluation des actions qui vont être mises en place? Donc là, j'ai essayé de rire un peu vous voir, mais je me dis qu'il y a des mécanismes que la Convention peut bien mettre en place, bien souligner, pour que la société civile aussi soit un acteur dans vraiment la responsabilisation des États. On a un plus. Cette Convention sera contraignante, donc elle va engager nos États. Mais comment la société civile aussi peut jouer sa partition? Donc pourquoi pas des shadow reports, comme cela se fait avec la CEDEF? Pourquoi pas des Civil Society Scorecard? Donc ça aussi, c'est des mécanismes que la Convention peut donner comme arme à la société civile pour vraiment suivre le processus. Donc ça, c'était les 3 points que j'avais en tête et qui étaient ma contribution. Merci beaucoup. Merci infiniment, Simone. Voilà, alors je vais essayer de résumer très rapidement les 4 dernières interventions. Alors, Huguette, toutes les 3, évidemment, encore une fois, ont salué notre chère Binta Diop, ainsi que toutes les personnes qui sont honorablement intervenues ce matin. Alors, Huguette a insisté sur le fait qu'il était important d'avoir une assise sur le terrain, puisque c'est important. Je précise qu'elle est du Bénin et que donc qu'il fallait absolument adresser un message fort aux cibles qui avaient été identifiées, politique, éducation, établissement scolaire, travailleurs, marquer le mental de façon à ce que la masculinité positive soit réelle. Et elle a également précisé qu'il était important de faire intervenir les hommes et les femmes des médias, les autorités religieuses, autorités traditionnelles elles-mêmes, et les femmes elles-mêmes, puisque nous sommes directement impliqués dans les foyers, dans les ménages, dans les entreprises, autour des tables de négociation, etc. Elle a donné l'exemple du Bénin, en précisant qu'au Bénin, ils avaient mis en place un Institut national de la femme avec des lois qui permettaient donc de réprimer, qui avait organisé un système de sanctions à l'encontre d'hommes, en tout cas généralement d'hommes, qui à l'origine de victimes ou de violences sur les femmes et les filles. Et c'est une façon de dire qu'en fait, il était important que dans les États parties, que chaque État pense à introduire dans l'ordonnancement juridique, dans le droit positif, des lois, en tout cas à revoir la législation et l'harmoniser par rapport à cette convention qui va, bien entendu, suivre des étapes. Alors, elle a également insisté, elle a fini en disant qu'il fallait assurer un bon équilibre également entre la restructuration des termes de cette convention qui nous a été soumise, mais en insistant quand même sur des informations importantes qui permettent d'avoir une large vue de toutes les violences faites à l'encontre des femmes et des filles. Asna Fall, à sa suite, donc, de Aoudine Sénégal dans le comité d'organisation, a insisté sur le fait que cette convention devait être fortement soutenue et que tout le monde devait s'engager dans le processus. En amont, ça a été fait, mais par la suite également. Elle a également été d'avis que la convention devait être effectivement peut-être mieux structurée, ou en tout cas légèrement revue de façon à être optimisée, mais qu'il fallait garder en esprit, mais que l'essentiel de cette convention était que l'esprit de la Convention se fondait sur 3 éléments principaux: les droits humains, ce qui a bien été rappelé, l'égalité de genre, qui nous concerne directement, et l'approche participative. Elle a également suggéré qu'on accentue le rôle des femmes, leaders, avec un certain nombre de mesures, notamment en renforçant les lois et en
veillant à ce qu'elle soit mise en œuvre et également qu'elle soit appliquée, parce que c'est souvent le grand problème, qu'on facilite l'accès à la justice. Elle a donné un exemple, éventuellement fait une suggestion, pourquoi pas mettre en œuvre un guide qui permette d'avoir les grandes idées de cette convention. Et également, elle a proposé qu'on s'approprie davantage les mécanismes de cette nouvelle loi en mettant en place des mécanismes de suivi par les membres eux-mêmes et par tous les intervenants. Et enfin, Simone Bondiouf, représentante de la jeunesse, vient à point nommé, puisque dans cette convention et dans toutes les lois à venir, dans son application, la jeunesse doit être fortement impliquée. Après vous avoir souligné le fait que par le passé, il est arrivé qu'on oublie quelque peu la jeunesse, elle a insisté sur le fait que dans le cadre de la jeunesse au niveau de l'Union africaine, de la jeunesse paix et sécurité, qu'il était important qu'on prenne en compte le rôle spécifique des jeunes filles, surtout en cas de conflit, et qu'on fasse intervenir donc leur structure. Elle a insisté également sur l'aspect suivi-évaluation, en se posant des questions, en se posant notamment la question de savoir comment permettre à cette convention d'être un agenda dans le cadre, non seulement de la convention, dans le cadre global femmes, paix et sécurité, mais également dans le cadre peut-être plus particulier de la jeunesse, paix et sécurité. Et enfin, elle s'est interrogée pour savoir quel mécanisme la société civile pourrait mettre en œuvre pour faire appliquer cette convention aussi bien dans le cadre de la société civile, mais en impliquant également les États parties. Voilà, je vous remercie et j'espère encore une fois tous nos remerciements aux organisateurs et à Madame Binta-Diop. Oui, alors, il est... Combien de temps avons-nous devant nous? Pour les questions, éventuellement réponses, il est 2h10. On se donne combien de temps? On se donne combien de temps? On a combien de temps? How many time? 50 minutes? OK. Bon. 15. 15 minutes. Alors, 15 minutes pour les interventions, ça veut dire avec 2 minutes en plus, à 2h15, nous devrions avoir terminé. Alors, quelqu'un va peut-être... je vais passer le micro. Oui? Je vais prendre les noms, mais par contre, il faudrait que quelqu'un passe le... Vous vous présentez, s'il vous plaît. Hein? Oui, je suis Aimé Félicité Essono. Je suis de Aoline, Gabon. Déjà remercier et féliciter les personnes qui ont rédigé ce projet, ce draft, qui nous permet d'avancer ici. Et je rebondis par rapport à ce que j'ai entendu ce matin par les premiers intervenants, notamment Madame le Premier ministre, et ensuite le représentant de l'UNFPA, et tout à l'heure vos différentes interventions, notamment celle du GET, pour dire que c'est vrai que nous, ça peut paraître une convention de plus, mais je crois que nous devons mettre à l'intérieur des éléments qui nous permettent réellement de tenir compte des évolutions socio-culturelles aujourd'hui et des mutations sociales. Parce que même là aussi, beaucoup de choses ont évolué. En ce qui me concerne, par rapport au document même, je ne sais pas si c'est le moment, au niveau du préambule, dans le point 8, j'ai ajouté à côté de, avant d'arriver aux violences domestiques, j'ai ajouté les violences conjugales. Les violences conjugales, parce que c'est une sphère qui fait tellement de dégâts. Parce qu'on on se met en couple pour être heureux. Malheureusement, dans cette sphère aujourd'hui, j'ai l'avantage, psychologue de formation, parfois d'être en cabinet, de ce que nous entendons des femmes. Beaucoup de femmes laissent leur peau dans le cadre conjugal où on retrouve tout. Des violences comportementales, verbales, économiques,
physique, sexuelle. Nous recevons des femmes à qui le mari dit, après un accouchement, 45 jours, on reprend les activités. C'est une violence. C'est une violence parce qu'elle n'est pas encore prête et c'est lui qui met la pression. Donc, j'ai tenu à séparer violence conjugale et les violences domestiques. Violence domestique, la maison étant vue comme une sphère domestique où il y a des emplois. La question du personnel de maison, du personnel domestique également, qui subit des violences, il est temps que c'est propre à notre contexte. Il faudrait qu'on ressorte cela, puisque nous sommes là pour faire avancer par rapport à nos expériences de terrain. Voilà pour nous faire une position. Alors, donc, je demanderai chacune peut-être d'abréger, parce que... D'accord. Je passe d'abord la parole à ma voisine. Elle a beaucoup écrit. Voilà, je prends rapidement la parole. Moi, je voudrais poser une question. Suggestion. Alors, on nous suggère ici peut-être de faire des petits mots, voilà, et de les envoyer de façon à réduire le temps de parole. Voilà. Oui, Marima. Excusez-moi. Non, j'ai pas... Voilà. Alors, moi, je voudrais dire d'abord une chose, c'est que l'Africain, en règle générale, peut signer des conventions, mais le problème, c'est la ratification. Okay. L'Union africaine a édicté tellement de lois, de conventions, tellement beaux, mais jusqu'à présent, il y a très peu d'États qui ratifient. Donc, il faudrait prévoir que les structures, à l'ONU ou autres, puissent faire des pressions pour la ratification de cette loi si elle passe. La question que je voudrais poser, on a l'impression que c'est seulement les hommes qui sont responsables. Quelle est la part des femmes? Pourquoi ça a augmenté comme ça? 65%, 45%, au moment où on parle de parité, d'équilibre, etc. Ça remonte. Quelle est la part des femmes? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Je voudrais qu'on y revienne un peu, c'est important. Parce qu'une loi est faite pour prendre en charge tous les aspects d'une même question. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. En fait, merci beaucoup. Nous allons répondre. On demande, s'il vous plaît, que vous puissiez essentiellement poser des questions. Les personnes ici présentes pourront vous répondre et les débats ou les contributions se feront ultérieurement parce que nous sommes vraiment pressés par le temps. Oui, merci. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était en rapport avec tout à l'heure ce qu'a dit On Madame... n'entend pas bien. C'est pas allumé. Le Premier ministre, par rapport au comportement des garçons à l'école. Comment est-ce qu'il faut initier les garçons à respecter la fille à l'école? Alors moi, quand elle a dit ça, j'avais une préoccupation. Et les garçons qui n'ont pas la chance et qui sont dans le monde rural ou ailleurs en tout cas, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour que ces garçons comprennent? Si on sait qu'aujourd'hui, dans le monde rural, et pour les garçons qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et même pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, à cause des aspects socio-culturels qu'elle vient de dire, on sait pertinemment que souvent, et nous le vivons toutes les femmes qui sont là, en général, j'utilise le terme kaw-kaw. Ça veut dire qu'il est autochtone, il vient du village. Mais souvent, ces hommes, à cause de ce bagage socio-culturel, ils agissent d'une façon extraordinaire sur les femmes. Et je dis en connaissance de cause parce que j'ai parcouru le Sénégal. Je suis de la santé, avec les équipes cadres de région et de district, avec la communauté. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions, j'ai beaucoup écrit sur ces questions et je sais que c'est une problématique. Comment on va s'y prendre? La deuxième question, c'est dans la convention. Et aujourd'hui, on a un nouveau concept qui la violence gynéco-obstétricale. Il y a une violence qu'on appelle la violence VGO. Est-ce que dans la convention, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir la convention avant de venir là, on ne l'avait pas vue en tout cas. Comment est-ce que la convention prend en compte ce nouveau type de violence? La VGO, la violence gynéco-obstétricale. C'est quoi? Dans les structures de santé, souvent les femmes sont violentées. Ne serait-ce qu'un mauvais accueil, c'est une forme de violence qu'elles subissent. Et certainement
souvent dans les maternités aussi, elles subissent des formes de violence. On sait les concepts, les mots forts, violents, gros, les gros mots qu'elles subissent. Ça aussi, je pense que c'est une problématique en Afrique qu'il faut prendre en compte, parce que j'ai fait la comparaison entre une maternité d'ailleurs et une maternité de chez nous. Comment ça se passe? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Donc je ne vais pas débattre, mais juste la question. On essaie est-ce que c'est pris en compte et comment le prendre en compte dans la convention? Merci. Une dernière intervention avant peut-être qu'on puisse répondre aux questions. Une dernière. Et à côté, je fais un peu d'opportunisme. C'est Mariette Diong Diop, ancienne directrice de la bibliothèque universitaire. Voilà, moi j'ai juste une question. Parce que j'ai remarqué que dans les premiers documents qu'on nous avait envoyés, on parlait de convention de l'UA sur la prévention et l'élimination des violences contre les femmes et les filles. Or, le terme prévention a disparu. Et je voudrais savoir pourquoi on n'a pas jugé nécessaire de maintenir la prévention, parce que pour moi, c'est important. Prévention, ça permet d'identifier les causes des violences et d'agir en amont pour empêcher l'apparition de ces phénomènes-là. Donc pourquoi ça n'apparaît plus? C'est la question que je me pose. Ok, merci infiniment. Pour me présenter, si c'est nécessaire, je suis Madame Gako. Je suis Madame Gako et je suis directrice de Gako Consulting Gender Health. Je vous remercie. Elle est où? Ouais. Alors, Marème Touré, je crois, la dernière intervenante. Non, c'est bon? D'accord. Alors, on va arrêter et passer peut-être aux réponses. Alors, la première question, il y a eu un commentaire. On a parlé des violences conjugales et domestiques. En demandant que, voilà, c'était plus une intervention qu'autre chose, que ce soit pris en compte. Quelle est la part des femmes? Alors, quelqu'un peut-être peut répondre à ça. Je vais faire la liste des questions et chacune va voir ce qu'elle peut répondre. Comment initier la fille à respecter comment initier dans les écoles les garçons à respecter les filles, notamment dans le monde rural. Sur le plan gynéco-obstétrique, quelle est la prévention? La question se pose. Et enfin, la dernière question ou interrogation, c'est pourquoi le terme prévention de l'élimination semble avoir été omis dans le texte. Et enfin, une dernière question, quel est le pendant de la masculinité positive? Il faudrait une féminisation pour féminisation. J'arrive pas à lire. Voilà, donc positive. Quel est le répondant? Voilà, le répondant. Alors, qui veut répondre parmi les intervenants? Je vais essayer par rapport à la question. Merci beaucoup. Nous pouvons voir l'intérêt que les participants ont par rapport à ce panel. Je voudrais, par rapport aux enfants, aux jeunes gens, aux élèves, ce qui a été proposé, c'est de voir comment on intègre ces différentes notions dans les curricula et les modules qu'on enseigne aux enfants à l'école. Par contre, ceux qui ne sont pas scolarisés, ils doivent être dans un milieu de travail, qu'on puisse voir comment accompagner ces enfants dans leur milieu de travail à pouvoir les sensibiliser. Sinon, avec les médias de façon générale, des programmes de sensibilisation en langue nationale pour aider ces jeunes-là également à savoir comment traiter les jeunes filles et leurs sœurs dans la société. En dehors de ça, par rapport à la ratification, disons que les conventions se prennent et puis après, c'est nous-mêmes, femmes leaders, on a un rôle à jouer après par rapport au suivi. Si nos États signent ces documents, sur le plan national, le travail que nous faisons nous amène également à avoir un œil de vigile, comme l'a dit la jeunesse, qu'on puisse voir de quelle façon et jeunesse et aînés, vu qu'au sein d'Aouline aujourd'hui nous avons le domaine jeunes femmes leaders et également
les aider. On pourra travailler de commun accord à voir si on peut aller vers les shadow reports. Mais il y a déjà d'autres institutions qui s'occupent de ces rapports-là. On va voir également comment Aouline peut contribuer également à participer à la rédaction de ces rapports. En dehors de ça, voilà, par rapport aux garçons, je crois que c'est les 2 points que j'ai notés. Notre sœur qui parle de masculinité positive et féminité positive également, je voudrais lui demander, nous n'allons pas nous victimiser. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est que c'est les femmes qui subissent plus. Ce qu'on peut faire pour réduire cela, c'est encore la sensibilisation et la conscientisation de nous-mêmes par rapport au rôle que nous avons à jouer dans nos foyers, dans la société, pour que nous préservions le peu qui est là, et également dire aux femmes de nous comporter comme cela devrait pour que nous ne soyons pas violentés. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à ma sœur qui dit qu'on ne doit pas, qu'on a plus de statistiques et qu'on doit aller moins voir le rôle que les femmes elles-mêmes jouent pour que les hommes nous violentent. Il y a des problèmes qui se posent, sociologiques, des problèmes économiques, et quand ça arrive, on ne sait pas comment la nervosité fait que l'un se jette sur l'autre, ou même que ce soit des violences verbales. Voilà un peu ce que je voudrais répondre. Merci beaucoup. Concernant donc les violences conjugales et domestiques. Voilà, merci. Je pense que c'est une question qui est très, très intéressante et très urgente, importante, dans la mesure où effectivement elle a parlé donc d'une définition un peu de cette violence domestique, et je crois qu'il est important effectivement de le mettre dans un document, parce que il y a certaines choses, et ça c'est mon point de vue, je vois que quelquefois on dit on va pas mettre tel élément parce que ça risque de choquer, ça risque aussi quelquefois de faire en sorte qu'on n'accepte pas le document, mais je crois quand même qu'il faut, si on veut quelque chose, aller jusqu'au bout. Dans la mesure où il existe des pays où la violence conjugale, elle existe. Elle existe, elle est même réprimée. Alors si vraiment c'est dans un document, pour moi, où on veut retrouver... chacun veut y trouver son compte, je pense qu'on ne doit pas exclure certaines choses, mais tout les mettre. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le plus que peut amener la Convention de l'Union africaine, c'est justement de tout couvrir. Et je crois que c'est extrêmement important donc de le faire. Et pour moi, je serais pour que on mette certaines choses. On pourrait en discuter. Après, ce serait l'objet peut-être de négociations. Mais ce sont des éléments qui sont importants. Il y a juste un point sur lequel je voudrais peut-être intervenir. C'est, on a parlé peut-être du respect et des enfants. Mais il y a un problème aussi, et je pense que c'est dans le document, c'est le problème de l'éducation. Et je crois que ça aussi, il faudrait qu'on en parle. Et cette éducation-là devrait avoir juste au niveau de l'éducation de base. Voilà. Écoutez, on nous presse là. Je ne sais pas s'il y a... je pense que c'est bon, on nous presse parce que, voilà, la logistique est mise en place. Merci encore à tout le monde. Merci à Dior, merci à Huguette, merci à Asna, merci à Simone. Et encore merci aux intervenants et aux organisatrices.